Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Nous sommes ensemble pour une 80e mondoscopie. Je l'enregistre le 15 juillet 2025, donc peut-être un tout petit peu décalé par rapport aux dernières nouvelles, mais vous me pardonnerez. De toute façon, je vous propose des explications sur des phénomènes de fond. Alors, je voulais aussi vous dire que la prochaine clé du monde portera sur la politique américaine vis-à-vis du Pakistan, parce que j'en ai parlé dans une précédente clé du monde, mais je continue parce que c'est toujours aussi intéressant. Voilà, ce sera pour la clé du monde. Aujourd'hui, au programme, premièrement, un grand point sur l'Ukraine, les déclarations américaines, les réactions russes, la situation sur le terrain et les perspectives attendues de l'évolution du conflit. Deuxièmement, la France avec notre fête nationale, c'était hier, et les déclarations en amont et pendant et autour, si vous voulez, du 14 juillet, des célébrations du 14 juillet. France, à mon avis, toujours en plein contresens stratégique et en même temps dans une posture présomptueuse, complètement ridicule. Et troisièmement, une toute petite échappée vers la malheureuse Syrie qui vit des moments très difficiles. Alors, premier point, le plus long, le plus détaillé, bien sûr, ce qui se passe en Ukraine et pour l'Ukraine. La situation devient, au plan militaire, de plus en plus critique. Il y a une intensification très claire, très nette des opérations russes. Trump est évidemment furieux, n'est-ce pas? Et comme il est furieux, il vient de lancer, comme si ça pouvait servir à quelque chose d'autre que d'énerver un tout petit peu plus Moscou, il a lancé un ultimatum en expliquant qu'il fallait un accord sous 50 jours, sinon il appliquerait 100% de droits de douane aux pays commerçants avec la Russie et à la Russie, bien sûr. Alors, bon, en ce qui concerne le commerce entre les États-Unis et la Russie, il n'y en a pas lourd, il y a surtout de grandes perspectives ouvertes aux hommes d'affaires et aux entreprises américaines par une éventuelle détente de la relation américano-russe, mais c'est quand même très compliqué de savoir ce qui se trame véritablement. En tout cas, cette annonce de Trump est tragicomique parce que il fait de nouveau comme si les États-Unis étaient non pas une partie au conflit, ce qu'ils sont quand même indirectement et depuis fort longtemps, et même directement dans l'armement au sens militaire du terme de beaucoup de matériel militaire disposé en Ukraine. Donc Trump fait comme si les États-Unis étaient extérieurs au conflit et étaient juste d'aimables médiateurs, n'est-ce pas? Alors qu'il est partie prenante, qu'il est en plus hautement responsable de la ligne Kellogg, qui est une ligne complètement utopique et qui est faite pour entretenir la guerre, mais qu'il a laissé s'imposer au détriment d'une ligne beaucoup plus réaliste qui était celle de son envoyé spécial Steve Witkoff. Donc il a choisi d'entraîner les États-Unis dans l'impasse actuelle et donc de faire s'arrêter toute discussion sérieuse avec la Russie et bien sûr avec l'Ukraine sur un possible apaisement du conflit. Donc voilà. S'il avait arrêté le soutien militaire à Zelensky, il a fait mine de le faire il y a quelques semaines, mais c'est déjà reparti dans l'autre sens. S'il l'avait mis de côté politiquement en lui expliquant qu'en gros il était maintenant véritablement contre-productif pour les intérêts de son pays, et s'il avait remis les Européens aussi complètement va-t-en-guerre et ridicules dans leur boîte, on serait déjà en train de s'approcher sérieusement d'une fin des combats aussi meurtriers qu'inutiles qui font rage dans le pays, mais aussi en Russie, depuis 3 ans et demi maintenant. Donc c'est complètement infantile, si vous voulez. D'autant plus que, comme je vous l'ai expliqué dans la mondoscopie de la semaine dernière, en même temps, les États-Unis, discrètement, viennent de lever des sanctions qui les intéressent, qui les concernent, contre des banques russes qui traitent
dans le domaine énergétique, nucléaire, enfin tout ce qui touche la banque de Rosatom, mais aussi des banques plus commerciales, plus directement commerciales. Donc, pourquoi ? Parce que les États-Unis ont besoin d'un certain nombre de matières premières russes pour leur centrale nucléaire. Bon. Donc, en fait, le commerce russo-américain, dans certains domaines, va bon train. C'est comme au tout début des sanctions, au tout début de l'intervention militaire spéciale, où, comme par miracle, n'est-ce pas, quelques responsables du Russal, société d'aluminium russe, avaient été d'abord mis sous sanction et puis précipitamment retirés parce qu'on était en train, à Washington, de discuter avec eux et que ça faisait quand même très mauvais effet qu'ils ne puissent même pas se déplacer. Bon, donc, si vous voulez, tout ça est tragicomique, voilà, je pense que c'est vraiment le terme. En plus, en même temps, Zelensky, qui est prêt à vendre son pays à la découpe, tout pour ne pas être sacrifié ou pour se faire dégager, vient de permettre à 2 fonds d'investissement américains de prendre le contrôle d'un terminal d'exportation de céréales important à Odessa, qui s'appelle Olympex. Bon, ça c'est le Financial Times qui le dit, c'est pas des sources russes. Mais en fait, demain, ce sera la Russie qui va être en situation de pouvoir protéger ou mettre en danger ses avoirs américains, devenus américains. Bon, donc on se demande un peu à quoi joue Trump. Est-ce que c'est une mascarade pour la galerie ? D'autant que l'envoyé russe des négociations au départ, Kirill Dmitriev, qui s'occupe du fonds souverain russe, des investissements souverains russes, a dit que le dialogue se poursuivait. Donc, est-ce que c'est une mascarade ? Est-ce que Trump joue l'énervé et en gros donne 2 petits mois à Vladimir Poutine pour faire ce qu'il veut et avancer suffisamment en Ukraine pour que même les Européens conviennent qu'il est temps de mettre les pouces. De toute façon, il ne peut pas l'empêcher d'avancer. Les États-Unis ne peuvent pas, dans leur état actuel et aussi bien politique que militaire, empêcher la Russie d'avancer en Ukraine. Et puis, ce qu'on voit, mais ça c'est très très grave, c'est que malheureusement, depuis tous les espoirs qu'on a pu avoir, moi y compris au début du second mandat de Trump, il a été complètement repris, englué, embourbé dans les sables mouvants néoconservateurs, ça c'est évident, et c'est assez pathétique. L'État profond a vraiment repris la main, encore une fois, et Trump s'est laissé faire. Et les quelques-uns autour de lui qui pouvaient peut-être promouvoir une autre approche, un autre état d'esprit, en tout cas vis-à-vis du reste du monde, ont fait long feu, ne sont plus là. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit prêt de voir des boots, des American boots on the ground, donc des petits soldats américains sur le sol ukrainien. Je pense qu'on en est très loin. Et je pense que même les Européens, au bout d'un moment, vont être obligés, si l'avancée russe devient de plus en plus claire, et même si elle devenait de plus en plus impressionnante et décisive pour le sort de l'Ukraine, je doute que les Européens ne finissent pas par comprendre qu'ils ne doivent pas mettre un pied en tant que force officielle sur le territoire ukrainien, parce que c'est la ligne rouge russe, et là, ça risque de très très mal se passer. Voilà. Ce serait vraiment... ce serait ridicule, quoi. Ce serait ridicule et tragique et très dangereux, évidemment, pour les troupes qu'on enverrait là. Alors, sur le terrain, clairement, la guerre des drones qu'on a cru voir l'Ukraine gagner pendant quelque temps est en passe d'être perdue par l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que les intercepteurs ukrainiens, non seulement ne sont pas assez nombreux, de l'aveu même des officiers ukrainiens, mais qu'il en faut à peu près 5 pour descendre un drone géant.
de jour, parce que de nuit il en faut 10, et que quand même cette gamme d'intercepteurs coûte de 2000 à 4000 dollars pièce. Donc rien que pour la dernière salve de drones, juste les drones, hein, raid russe sur Kiev, il aurait fallu dépenser plus de 15 millions de dollars, parce qu'il y en avait à peu près 400 hein, de drones gérants. Donc, si vous voulez, c'est un combat complètement déséquilibré au détriment des Ukrainiens. Et puis, les intercepteurs peuvent encore moins shooter les missiles russes, enfin descendre les missiles russes, notamment les Kinjal, évidemment. Et ça aussi, ce sont les officiers ukrainiens qui en conviennent. Même les patriotes, les quelques derniers que peut avoir encore l'Ukraine, et qui sont pourtant des dernières versions, c'est-à-dire celles susceptibles de descendre des missiles hypersoniques, n'y arrivent pas. N'y arrivent pas. Donc, voilà, Trump peut bien en promettre 10 nouveaux. Est-ce que c'est des batteries? Est-ce que c'est des missiles? De toute façon, c'est dérisoire par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir un impact dirimant sur le cours du conflit et pour essayer de renverser la vapeur. L'Ukraine n'est pas en état, ni en hommes, ni en matériel, et l'Europe, ni les États-Unis ne sont, ni ne seront en état de pouvoir l'emporter militairement sur la Russie. Ce qu'on peut faire, c'est un long conflit lourd, sacrificiel en fait de ce pays pour espérer user, abîmer les forces russes et surtout le pouvoir russe de l'épouvantable homme des neiges qu'est Vladimir Poutine. Bon, l'abominable homme des neiges. Donc on est... alors, le dernier truc, voilà, qu'ont trouvé les Américains, là, qui sont dans une phase de vouloir se montrer dur face à la Russie et menaçant, n'est-ce pas, au-delà des droits de douane de 100%, c'est l'idée de livrer, en fait, de faire acheter par les Européens, des armements américains, comme ça leur coûte rien, ça leur rapporte, de les faire livrer à l'OTAN, et l'OTAN les donnerait à l'Ukraine. Voilà. Donc, ça, c'est du pur délire, évidemment, ça ne trompe personne, et certainement pas Moscou, mais en revanche, ça donne une claire image de ce qu'est l'autonomie stratégique européenne. Parce que si les Européens en sont réduits à acheter des armes que donc eux ne produisent pas et ne sont pas prêts de produire, aux États-Unis, qui eux-mêmes ont des stocks qui se vident un peu, mais qui sont beaucoup plus fournis quand même que ceux des Européens, s'ils en sont réduits à acheter ces armes aux Américains pour les fournir aux Ukrainiens qu'ils souhaitent aider, je vous laisse imaginer le niveau d'autonomie stratégique. Hein, voilà, c'est juste, c'est à preuve par A plus B qu'on raconte n'importe quoi aux populations, aux États d'ailleurs, et qu'on se raconte, surtout qu'on se raconte des bobards. Voilà. Pur délire, pur délire. Alors, sur le front, donc, les forces russes avancent. Il y a des chaudrons à certains endroits, comme on dit, c'est-à-dire en fait des endroits où les forces ukrainiennes sont retenues, encerclées et en mauvaise posture, notamment à Kupiansk. Les Russes avancent aussi dans l'oblast de Dniepropetrovsk, ils avancent à Soumy. Le chef d'état-major des armées ukrainiennes, Syrski, a dit qu'il avait l'intention, parce que pour plaire probablement à Zelensky qui en a parlé aussi, il avait l'intention de revenir à Koursk et à Belgorod, donc en Russie. Là aussi, on se demande, mais à quoi peuvent bien penser ces chefs militaires ukrainiens? Ils se sont pris une tollée magistrale à Koursk, ça a mis le temps, mais ça s'est fait. Ils ont pris des dizaines et des dizaines de milliers de morts, mais non, on veut y retourner. Donc si vous voulez, c'est là qu'on voit que du côté ukrainien et du côté des soutiens à l'Ukraine, il y a une dimension narrative, une dimension utopique, une dimension
vraiment, oui, de pur récit, si vous voulez, qui fait faire des folies sur le terrain, mais qui vise à maintenir l'image d'une Ukraine non seulement capable de se défendre, mais capable de gagner, et donc digne d'être soutenue. Et tout ça, alors je ne sais pas à destination de qui c'est absolument pas comestible comme discours quand on connaît un peu les questions militaires. C'est vendu à nos populations. Pourquoi? Pour leur faire admettre qu'il va falloir dépenser encore des milliards que nous n'avons pas pour être en posture de force et de résistance adaptée face à une menace russe qui n'existe pas plus. Enfin, si vous voulez, c'est... Voilà, on rentre dans la mythologie, dans le conte, en fait, qu'on se raconte depuis des années maintenant. En tout cas, Zelensky donc veut montrer que son armée tient le choc, alors qu'ils se font toujours tuer par milliers par semaine par la partie russe, qui elle perd de moins en moins d'hommes, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Les États-Unis ne pourront pas remplacer au rythme nécessaire les armements que l'Ukraine brûle, encore moins les hommes. Le combat donc se poursuit en fait, mais à l'avantage clair de la Russie dans le Donbass, parce que les Russes sont en fait en train de casser la dernière ligne du nord au sud, si vous voulez, de défense ukrainienne. Et derrière, rien ne les arrêtera pour se projeter vers l'ouest de l'Ukraine, vers lequel ils ne veulent pas aller, mais vers lequel on les pousse, puisqu'on ne fait rien pour arrêter les frais et le massacre. Donc, cette dernière ligne de défense ukrainienne, qui est repoussée, chaque jour davantage, c'est Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka et Pakrovsk. Bon. Et après, c'est les routes libres vers le Dniepr, duquel d'ailleurs on s'approche à certains endroits. Alors, pendant ce temps, sur le front politique, il y a deux choses dont il faut que je parle. C'est que le chef du renseignement militaire ukrainien, Boudanov, qui est réputé pour être un être assez froid et renfermé, aurait créé un parti et donc aurait des ambitions. Alors, pas directement, bien sûr, avec une façade de réseau d'associations de vétérans, dirigé par son porte-parole, Andrei Youssov. Bon, ça c'est une première chose. Est-ce qu'il est forcément poussé par certains occidentaux? Il faudrait savoir lesquels, peut-être les Britanniques, peut-être pense-t-il que Zaloujny, ça ne marchera pas. Bon, voilà. Et puis deuxièmement, il y a des rumeurs quand même assez insistantes d'exil possible de Zelensky qui quitterait Kiev. C'est plus que des rumeurs, en fait. Et donc, en fait, c'est venu d'un commentateur ukrainien qui a dit avoir été contacté par des officiels ukrainiens qu'il estime tout à fait fiables, qui lui auraient remis des documents où étaient envisagés, mais enfin c'est assez logique tout ça, hein, des scénarios de relocalisation en fait du gouvernement de Kiev, puisque les frappes sur Kiev se multiplient et si ça continue, la Russie pourrait prendre Kiev. Bon. Alors donc il y aurait des scénarios à l'étude. Il y aurait bien sûr un soutien pour cette relocalisation des Britanniques, des Allemands, des Français, peut-être sous forme d'un soutien militaire à cette, je dirais pas cette évasion, mais ce déplacement. Hein. Voilà, l'idée c'est d'aller vers Lviv, hein, vers Lvov. Bon. Et puis après, peut-être d'aller plus loin, c'est-à-dire de quitter l'Ukraine si ça devenait nécessaire pour, je sais pas, un endroit en France, pourquoi pas, ou en Allemagne, ou en Grande-Bretagne. Alors, ça veut dire que les forces russes vont avancer de plus en plus vers l'ouest, et effectivement, bientôt plus rien ne s'y opposera. Ce n'est pas ce qu'elle souhaitait, puisque l'ouest de l'Ukraine est la partie la plus nationaliste, la plus ukraino-ukrainienne, si vous voulez, et occidentalo-centrée du pays, et donc anti-russe, hein, forcené. Donc c'est un scénario fou, idiot, inutile en fait pour les Russes, comme pour l'OTAN d'ailleurs.
C'est vraiment continuer d'aller le plus possible d'un choc. Bon, ce qui est certain, c'est que quels que soient ces scénarios, quelle que soit leur probabilité d'exécution, etc., Zelensky, ce qui l'intéresse, c'est évidemment de garder le contrôle sur un certain nombre de choses. D'abord le fric, l'argent. Parce que l'argent, c'est le contrôle sur ce qu'il y a autour de lui, sur les gens. Et donc sur sa sécurité. Voilà, sur les gens qui pourraient éventuellement lui trouver une espérance de vie trop longue. Donc, s'accrocher aux attributs de l'État ukrainien, s'accrocher au siège aux Nations Unies, s'accrocher donc au flot d'argent, s'accrocher aux représentations diplomatiques, s'accrocher aux médias, s'accrocher à tout, à l'armée, s'accrocher à tout ce qui fait qu'on peut encore dire qu'il est le chef de cet État. Voilà, bon. Et puis à un moment donné, s'accrocher le plus longtemps possible, et puis à un moment donné, opérer un mouvement rapide vers peut-être d'abord un déplacement effectivement vers l'ouest de l'Ukraine, plus protégé a priori de l'offensive russe, et puis pourquoi pas un véritable exil, comme je l'ai dit, dans un pays européen. Enfin, tout ça pour dire que ce conflit est en train de s'orienter vers un pourrissement, ça va traîner en longueur. Ça rappelle un peu ce qui est arrivé au Kuomintang. Ça a pris des décennies, en fait, avant que le gouvernement de Pékin ne soit reconnu comme le seul. Donc, voilà, on s'achemine vraiment vers quelque chose de long. Les 50 jours de Trump vont passer fort vite et je crains qu'il ne se soit pas passé grand-chose d'ici là, à moins qu'il change complètement son fusil d'épaule, et pour de bon cette fois-ci, vraiment, sans changer sans arrêt. Les tentatives de déstabilisation de la Russie via la Biélorussie, via les sanctions, via le flanc sud avec la Moldavie, la Roumanie, comme je vous l'ai déjà expliqué, via l'Asie centrale, via le Caucase, via l'Azerbaïdjan, tout ça va se poursuivre. Tout ça va se poursuivre et on verra ce qui restera de ce gouvernement en exil qui sera probablement soutenu par les bataillons ultranationalistes aussi, par les services de sécurité ukrainiens, etc., etc. Donc, du point de vue russe, tout ça, ça veut dire une chose, c'est qu'il faut continuer à avancer, à gagner, à grignoter, car l'Europe n'est pas du tout décidée à la paix, elle a même envie du contraire, elle risque d'entrer officiellement en Ukraine, là ce sera un véritable casus belli, et j'espère qu'on sera assez intelligent pour ne pas aller jusque-là. Les Russes l'ont déjà dit, ou l'ont fait dire par certains de leurs responsables, Vladimir Poutine l'a fait dire par certains de ses responsables, ils sont en passe de contrôler 4 oblasts, mais ils peuvent aussi en contrôler 8, c'est-à-dire la ligne d'après, dans la distribution géographique des oblasts en Ukraine. Donc Kharkov, Dniepropetrovsk, Soumy, Odessa, dans le désordre. Et à la fin, voilà, les Américains n'iront pas, évidemment. Et les Européens auront du mal à y aller sans les Américains. Les Britanniques l'ont clairement dit, d'ailleurs, ils ne le feraient pas. Bon. Donc, voilà où nous en sommes. La Russie va finir par prendre Kiev, va finir par faire son changement de régime à elle, maintenant, avec tous les précédents qu'il y a. Bon, et peut-être qu'on arrivera à la prophétie autoréalisatrice que nous faisons tout pour installer, pour faire advenir, c'est-à-dire que, Moscou n'aura d'autre choix que d'aller très très loin dans le territoire de l'ancienne Ukraine. Puisque tous nos responsables, en fait, européens et occidentaux, gobent leur propre propagande. Voilà. Et qu'après tout, l'idée de Novorossia, telle qu'elle est défendue par Moscou, c'est non seulement, pour ce qui concerne l'Ukraine, c'est non seulement les 4 oblasts dont on parle tout le temps, mais c'est aussi les 4 autres. Donc ça va très très loin. Voilà. Ça va très très loin, la Novorossia. Voilà, ça c'était mon premier point. Deuxième point, la France aux avant-postes de cette débâcle stratégique, pas forcément militaire mais stratégique,
Nous avons eu autour des célébrations de notre fête nationale un certain nombre de déclarations. D'abord, nous avons découvert une vérité profonde, c'est que pour être libre, je cite, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Diable. Ça, c'est un scoop, c'est sûr. Je le pense aussi, mais ce qui est peut-être moins un scoop manifestement pour nos autorités suprêmes, c'est que pour être puissant au-delà des mots, hein, parce que pour l'instant c'est ce type de puissance-là que nous avons, il faut être, et donc craint, il faut surtout être crédible. Voilà. Donc, ne pas jouer hors de sa catégorie, comme on dit, ne pas chanter plus haut que sa lyre. Il y a des expressions plus familières, évidemment. Mais il faut faire valoir ses atouts. Or, nos atouts, nous nous sommes assis dessus depuis très longtemps. Nous avons une grande armée, une armée de grande valeur, plutôt une petite armée de grande valeur, d'auguste mémoire, qui est effectivement sous-dimensionnée, depuis les dividendes de la paix, et puis depuis un certain nombre de restrictions budgétaire. Et de ce point de vue-là, le gouvernement actuel et le président actuel a souhaité remettre de l'argent, mais nous n'en sommes qu'au rattrapage. Et même si nous voulons faire beaucoup plus, nous n'en avons désormais plus vraiment les moyens. Nous sommes un pays surendetté, au bord d'être déclassé devant le monde entier au plan financier. Voilà. Donc ça va assez mal avec des positions martiales sur la reprise en main et la remontée en puissance des outils de défense. Enfin bon, même si ça peut faire plaisir aux marchands d'armes, et si nous vendons des armes, et si nous sommes même le deuxième exportateur, en 2024, je crois, le deuxième exportateur mondial d'armement, éminent, c'est vrai, nous fabriquons de formidables armements. Mais quoi qu'il en soit, que l'on exécute ou pas la loi de programmation militaire, qu'on l'augmente ou pas, elle n'a aucune chance de pouvoir nous permettre de nous mesurer à la Russie, pas plus qu'aux États-Unis ou à la Chine d'ailleurs. Donc, nous avons d'autres atouts propres qu'en revanche, on n'active jamais. Notre positionnement historique comme puissance non alignée et médiatrice, puissance d'équilibre, notre singularité, notre siège, notre caractère de puissance nucléaire, de puissance dotée, notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité, notre empreinte coloniale historique, quelle qu'elle soit jugée scandaleuse ou qu'elle soit. En tout cas, nous avons eu avec beaucoup de pays dans le monde des relations, d'ailleurs pas forcément coloniales, nous avons eu des relations au cours de l'histoire qui nous permettraient encore aujourd'hui de restaurer une forme d'influence et de poids. Le problème, c'est que tout ça, on s'en moque. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est aligné comme des petits pingouins sur les desiderata de l'administration américaine précédente. Et au moment où cette administration changeait et où avec Donald Trump, il y avait une petite fenêtre d'opportunité pour revenir à des positions réalistes et être l'un des points d'appui des États-Unis en Europe, comme c'est l'être la Hongrie, d'un tournant réaliste général qui aurait pu apporter un apaisement et une paix, puisque les Russes voulaient négocier, voilà. Eh bien, non. Là, on s'est mis à contre-temps, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, à contre-emploi. On s'est désaligné de Washington, on s'est mis dans une position de va-t-en-guerre assumée au nom de l'autonomie stratégique européenne, dont nous n'avons pas les moyens. Voilà, ça vient de se voir avec les armes pour l'Ukraine. On n'est même pas capable de fournir le soutien militaire nécessaire à soi-disant notre allié que nous voulons défendre jusqu'au dernier Ukrainien. Bon. Donc, c'était le début de Trump qu'il fallait exploiter avant qu'il ne soit de nouveau englouti par le Deep State, et on ne l'a pas fait. Voilà. Alors, évidemment, reconnaître notre défaite stratégique en Ukraine, reconnaître la défaite de l'Ukraine, c'est reconnaître notre défaite. Voilà. Puisque c'est notre défaite. C'est la défaite de notre plan, c'est la défaite de tout ce qui a été imaginé, notamment à partir de 2014, et ce qui s'est heurté à un gros os. Voilà.
Donc, d'autant plus qu'on se considère infaillible et qu'on continue à faire la leçon à la planète entière. Donc, on continue à s'enfoncer, à mentir jusqu'au plus haut sommet de nos armées, où finalement on a un chef d'état-major des armées qui véhicule le narratif présidentiel sur la menace russe, qui est la plus grande que nous n'ayons jamais vécue. Bon, et on est en train de faire advenir les choses. C'est vraiment, on est au cœur de la construction de l'ennemi. C'est extrêmement grave. D'autant plus que pendant ce temps, on est cynique parce que j'ai vu que selon le commissaire européen à l'énergie en 2024, les dépenses de l'Union européenne en gaz russe ont dépassé l'aide financière à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, on est dans des postures tellement idéologiques qu'elles sont absolument intenables au plan économique. Elles sont... voilà, donc, comme disait Orwell, en cette époque d'imposture universelle, dire la vérité relève d'un acte révolutionnaire. Et ça, c'est une phrase tellement juste et qui pourrait être en exergue de beaucoup des choses que je produis, parce que c'est vraiment ce que je pense. Mon troisième point, très rapidement, c'est la Syrie, et c'est le fait qu'il semblerait que la communauté druze soit de plus en plus en danger en Syrie, et que les massacres confessionnels ou sectaires ne soient pas prêts de s'arrêter dans ce malheureux pays, puisque il semblerait toujours que l'actuel chef de l'État, Jolani, l'ancien de Daesh, qui a été porté sur les fronts baptismaux par la Turquie, par les États-Unis et par Israël d'ailleurs, aurait fait un accord pendant qu'il était à Bakou pour sécuriser le sud de la Syrie au nom et pour le compte des occupants israéliens, bon, qui occupent une partie du territoire syrien. Et donc, ça veut dire que la communauté druze est en grand danger, sinon d'extermination, en tout cas de massacre, parce que toutes les factions druzes, en tout cas un grand nombre d'entre elles, s'opposent à la fois à Israël et à Jolani, et à l'occupation par Israël et au pouvoir de Jolani. Donc, évidemment, les Druzes sont des gens courageux, donc on peut imaginer qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Mais c'est extrêmement dangereux. D'abord, ils ne seront pas soutenus, sauf peut-être verbalement, par Israël, qui en fait s'appuie, si cet accord a bien eu lieu, s'appuie sur Jolani pour nettoyer la région et pour sécuriser le territoire pour Israël et pour les États-Unis. Bon, donc on voit bien que les grandes manœuvres, là aussi, se poursuivent. Il n'y a pas qu'en Iran. Israël s'occupe aussi de la Syrie et les États-Unis y trouvent aussi leur compte. Mais cela veut aussi dire qu'il y a un véritable danger que des éléments de Daesh, enfin d'ISIS, qui travaillent avec les gens de Al-Tahrir al-Sham, se joignent au massacre, l'emportent si vous voulez, ou prennent du poids, comme ils l'ont toujours souhaité. Donc Al-Tahrir al-Sham, c'est encore autre chose, c'est lié à Al-Qaïda. Et on se rappelle des massacres de 2018 dans la cité de Souaïda, dans la campagne environnante, etc., où il y avait eu des centaines de civils druzes tués. Bon. Donc, et ça, s'ils prennent ces positions, ils le feront bien sûr avec des armes américaines et avec un soutien américain. Donc, il va y avoir encore des jours très sanglants en Syrie. Et tout ça, c'est la suite de la chute du régime Assad, après une guerre qui aura duré quand même 14 ans pour miner le soutien par les sanctions et par tout le reste, le soutien de la population, d'une grande partie de la population à Bachar el-Assad, et enfin parvenir en décembre 2024 au coup d'État d'Al-Qaïda. Donc voilà.
Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je termine un peu abruptement, mais voilà, au moins c'est court pour une fois. Et je vous remercie surtout de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner nombreux au cercle des amis de paix et guerre. Vous aurez donc une prochaine clé du monde d'ici 2 jours. Je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, si j'ose dire. À très bientôt, chers amis.